a retrouvé le virus dans le cerveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que les patients qui avaient un Covid long avaient une dysbiose caractéristique, donc une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le docteur William Bérébi est avec nous. Comment ça va, Doc ? Ça va bien, Philippe, et vous ? Ça va. Qu'est-ce qu'on fait ? On met les applaudissements tout de suite ou pas ? Quand vous voulez. Ah non, on avait c'est dit, vous le chef. On avait dit que dès que vous étiez à 100 000, un tonnerre d'applaudissements et vous y êtes arrivé. 100 000 abonnés. Oui, abonnés sur Instagram. Vous vous rendez compte ? DR William Bérébi, d'ailleurs, tout le monde peut rejoindre encore le groupe. Il n'est jamais trop tard. Le gars, tu sais, ce qu'il n'arrête jamais. Non, maintenant 200 000. Non, mais c'est bien. Rapide. Je suis très tout à fait. 100 000 sur Insta, c'est bien. Hein. Écoutez, c'est bien. Ça permet effectivement d'avoir une belle communauté. Bien, félicitations Doc. Merci. Gastro-entérologue et pathologue, expert du microbiote intestinal, ambassadeur du French Gut, ambassadeur des maladies rares, on en parlera aujourd'hui, et créateur du podcast Merci Docteur, et de la première chaîne YouTube dédiée aux pathologies digestives qui s'appelle À l'écoute de votre ventre. Exactement. Alors ça va, ceux qui vous suivent, vos abonnés, t'es d'accord avec le titre ? Oui, très bien. Les retours étaient bons. Effectivement, je l'ai fait évoluer, ça s'appelait Dr William Bérébi, mais c'était trop restrictif. Donc à l'écoute de votre ventre, ça parle davantage. Et effectivement, les commentaires étaient favorables sur ce nouveau titre, qui reprend donc tous les épisodes du podcast Merci Docteur. Il y a 25 épisodes, dont 3 sur le microbiote, et puis plein de vidéos, des schémas longs, des schémas courts de 1 minute, qui sont, donc ça fait pratiquement 130 émissions ou vidéos qu'il y a sur la chaîne. Donc ça commence à faire pas mal. Bien, alors j'aimerais savoir, William Bérébi, comment vous êtes celui qui a découvert un Père Noël dans le rectum d'un de ses patients. Oui, en effet, je vois que vous avez vu... Non, comment vous avez découvert ce Père Noël ? En faisant un examen. Vous voulez que je vous la raconte ? Bah oui. Alors, je suis aux urgences à l'hôpital Cochin, il est 3h du matin, et on m'appelle pour une urgence. Donc je me lève, évidemment, parce que on se lève, on va se coucher, on se relève, on va se coucher, on se relève, c'est un peu le principe des urgences. Et puis là, je vois... Parce que vous êtes urgentiste aussi, faut le dire. Je suis interniste. Ouais. Mais quand j'étais interne des hôpitaux de Paris, en l'occurrence c'était à Cochin, je faisais des gardes. Quand on est interne, on fait les gardes, on assure donc les urgences jour et nuit. D'ailleurs, à l'époque, on enchaînait la journée de travail et la garde dans la foulée, et le lendemain, la visite. On enchaînait plus de 30 heures d'affilée. Ah ouais, non, c'est pas comme maintenant. C'était vraiment dur. Et donc on m'appelle, j'arrive et je vois un monsieur affolé qui bouge dans tous les sens, etc. Il me dit docteur, vite, faut m'examiner, etc. Je dis attendez, faut m'examiner, mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit voilà, j'ai quelque chose dans le rectum, dans le derrière, etc. Je dis enfin quelque chose dans le derrière, attendez, c'est pas rentré tout seul. Non, je vais vous expliquer tout ça, mais faites-moi rentrer dans une pièce parce que je veux pas qu'on entende et tout. Je dis ok, bon, très bien, donc on rentre dans la salle d'examen. Je lui dis, je vais donc vous examiner. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez mis ? Non, je ne peux pas vous dire, vous verrez, etc. Donc, il était très, très mal à l'aise. Et bon, je lui dis, ok, je vais vous examiner. Donc, je l'examine. Je mets un anuscope, donc l'appareil pour regarder. Et là, je vois, donc c'est un orifice comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois ? Un Père Noël. Un Père Noël. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ça, c'est un truc. Le Père Noël dans la lune. Dans la rectum. Et je regarde... Donc je m'arrête, je regarde, et qu'est-ce que je vois ? Je vois des flocons de neige qui tombent à côté. Alors là, je m'arrête, et j'enlève l'appareil, je lui dis, mais monsieur, attendez, de quoi il s'agit là ? Parce que là, faut quand même m'en dire un peu plus. Et là, il me dit, oui, effectivement, voilà, il faut que je vous dise, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais des besoins urgents, et je me suis mis une boule de Noël dans l'anus. Je dis, ah ouais, effectivement. Alors, mais je lui dis, mais moi, je sais pas si je vais pouvoir la retirer. Parce qu'il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Alors, je lui dis, mais ça fait quelle taille ? Il fait quelle taille votre Père Noël ? Il me dit, ça fait dans les 4 cm.
Alors je réfléchis, je me dis on va tenter, sinon il faudra opérer, il faudra ouvrir pour l'enlever, si je peux pas l'enlever par le bas. Et ouais, 4 cm, ça commence à être gros. Alors évidemment, ça passait pas à travers l'orifice que j'avais, puisque c'était trop gros. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'anuscope, le plus gros que j'avais, et je prends une pince spéciale cochère. Alors le Père Noël, il avait un petit socle, vous savez, les petits socles blancs. Oui, ça repose. Voilà, sur quoi ça repose. Donc je me dis, je vais essayer de le tracter avec une pince spéciale qui clampe en quelque sorte, et de sortir en fait le tout. C'est-à-dire l'anuscope et le Père Noël et ma pince en même temps, vous voyez, pour que ça fasse bloc. Donc je prends ma pince, je la passe à travers l'anuscope, j'arrive à clamper, à clipser si vous préférez, le socle, et là je dis je vais essayer de tout tracter. Donc je tracte ma pince avec l'anuscope, et je sens que le Père Noël vient, si je puis dire. Oh mon Dieu. Et là, comme l'anus, bon, c'est quelqu'un qui se mettait des objets régulièrement, était dilaté, j'ai pu tracter et sortir le tout comme ça, donc alléluia. Le Père Noël, d'où il était. Voilà, le Père Noël, où il se planquait, parce que là, il s'est planqué. Mon Dieu. Et donc voilà, donc il était... Alors je lui dis, bon, c'était tellement incroyable comme situation, je lui dis, vous voulez le récupérer? Elle me dit, non, j'en veux plus. Et donc voilà comment j'ai découvert un Père Noël dans le rectum. Non mais ça s'invente pas, ça. Et c'était du verre? C'était du plastique. Ah, c'était du plastique, c'était pas du verre. Non, du plastique. Ah, ça fait flipper cette histoire-là. Mais il y a beaucoup de légendes qui circulent sur les urgences comme ça, mais c'est vrai. Mais j'en ai d'autres. Hein. Celle-là, non, c'est bien pour aujourd'hui. Ouais, c'est bien on va pour s'arrêter aujourd'hui. là, après on verra. Mais j'en ai d'autres. Mais celle-là, je trouve que le Père Noël, c'était quand même tout à fait particulier. Vous êtes là pour nous parler ce matin, William Bérébi, du grand guide familial des symptômes et des maladies. 700 fiches pour les reconnaître, les comprendre et les soigner chez Marabout. Alors c'est un travail de titan, hein, autant le dire. Quelle est l'histoire de ce livre? Alors l'histoire de ce livre, c'est que j'ai écrit depuis 20 ans un livre référence qui est best-seller chez les médecins, qui s'appelle Diagnostic et thérapeutique, qui lui fait alors plus de 2000 pages, et dont la 10e édition va sortir en janvier. Ça, c'est un livre destiné aux médecins. Donc c'est un livre, voilà... C'est pour les pros. C'est pour les pros. Ouais. Et donc l'idée a germé de faire, à l'ère des fake news qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, des influenceurs, etc., et puis des carences aux urgences avec les délais d'attente énormes et en médecins, notamment généralistes, de faire une version grand public qui prend les symptômes qu'on peut avoir, c'est-à-dire mal à la tête, mal au ventre, des ballonnements, etc., se gratter ou être constipé, par exemple, et dans toutes les pathologies, c'est pas que sur l'appareil digestif, hein, ça parle de dermatologie, de cœur, de poumon. C'est toutes les maladies, hein. Ouais. C'est ça, toutes les maladies, il faut pas croire que c'est juste l'appareil digestif. De A à Z, hein. C'est ça, toutes les maladies que l'on peut avoir. Donc, vous identifiez le symptôme, vous checkez si c'est léger, modéré ou sévère, et en fonction de ça, vous savez quoi faire et vous savez à quelle maladie ça vous rapporte. Et dans la deuxième partie, vous avez les maladies, c'est-à-dire chaque maladie est répertoriée par ordre alphabétique, avec à chaque fois cause possible et que faire. Qu'est-ce que c'est, cause possible et que faire? Savoir si on peut automédiquer, c'est ça, ou pas. Est-ce qu'on peut faire des choses simples soi-même? Est-ce qu'il faut consulter ou pas? Est-ce qu'il faut aller aux urgences ou pas? Et quelles sont les maladies qui peuvent être en rapport avec le symptôme présent? Aujourd'hui, William Bérébi, on a tendance à compartimenter les parties du corps. Est-ce qu'il faut d'abord être un bon généraliste pour être un bon spécialiste? À mon sens, oui, il faut être un bon interniste. Hein. Donc médecine générale, c'est un métier en tant que tel. La version spécialisée, si vous voulez, de la médecine générale, c'est la médecine interne. C'est-à-dire la connaissance de toutes les spécialités, hein, à des degrés divers. Évidemment, on n'est pas aussi spécialiste qu'un cardiologue pour le cœur, mais on a des connaissances sur tous les organes. Et donc moi, je suis aussi donc interniste, puisque j'ai exercé pendant plus de 10 ans à Saint-Antoine en médecine interne. Et donc, j'ai toujours considéré, et ça m'a touché très tôt, c'est-à-dire pendant mon cursus, donc quand j'étais externe déjà, puis interne, je me suis dit, bon, c'est bien d'être gastro-entérologue et pathologue, mais si on veut être un très bon médecin, il faut qu'on n'ait pas des œillères, il faut quand même connaître ce qui se passe dans les autres organes. Et donc, ça a toujours été en moi, ça, si vous voulez. Et puis après, il y a eu le microbiote, et quand le microbiote, je l'ai découvert dans sa formule moderne, dans sa connaissance approfondie en 2008, là, j'ai compris que ce que j'aimais dans les connexions entre organes était en fait une connexion
de bactéries entre elles à partir d'un ordinateur central qui est le microbiote intestinal. Donc tout se recoupait et c'est là que j'ai commencé à développer la médecine microbiotique. Oui. T'as un esprit holistique, en fait, comme on dit aujourd'hui. Bon. Oui, je pense que, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que, on pourrait faire une émission d'ailleurs là-dessus, c'est que tout est cloisonné, tout est trop technique. Hein, c'est tout de suite. Il y a des spécialistes pour tout, donc aussi c'est normal. Voilà, et des surspécialistes, c'est-à-dire il y a des spécialistes qui vont faire du cathéter, que du foie, que de la maladie inflammatoire, etc. Et comme les techniques évoluent, le réflexe, malheureusement, du médecin, il y a 50 ans, il n'avait pas tous ces examens. L'IRM n'existait pas, le scanner était tout à fait débutant. Donc aujourd'hui, c'est tout de suite le réflexe de prescrire un paquet d'examens complémentaires, alors que, au départ, c'est un problème humain et c'est un problème clinique. C'est-à-dire que si on interroge bien le patient, si on fait un examen clinique approfondi, on sait dans les études, donc ça a été étudié et validé, que dans 8 cas sur 10, un bon médecin interniste va faire le diagnostic exact avant même d'avoir touché le patient. Oui, mais l'anamnèse était beaucoup plus poussée avant. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Aujourd'hui, la consultation, ça dure, on va dire 15 minutes de la douche à la douche. Hein. C'est ça. Des fois moins quand c'est de la... Des fois moins en plus. Parce que les médecins généralistes sont souvent débordés. Donc effectivement, ça se perd, l'aspect holistique et la vision holistique de la médecine qui est la mienne. Alors il n'y a pas que moi, il y a les internistes qui ont cette vision-là aussi, à l'hôpital. Mais effectivement, c'est dommage. C'est dommage parce que, avant tout, c'est un humain avec plein d'organes qui sont connectés entre eux. Et si on les met pas en relation, on fera de moins bons diagnostics et de moins bons traitements. Avec le docteur William Bérébi qui est notre invité ce matin, on va ouvrir votre livre à la page 559. William Bérébi, votre livre s'appelle Le Grand Guide familial des symptômes et des maladies. 559. Allez, j'y vais comme vous. Allez-y. Hop. Pourquoi 559 ? Parce qu'on n'oublie jamais les premières maladies rares qu'on rencontre en tant que médecin. Pour vous, ce fut le syndrome, parce qu'au début, j'ai mal cherché. J'ai cherché à maladie. Ouais. Et je ne trouvais pas. Je dis, le cochon, il n'a pas... Eh ben non, c'est un syndrome qu'il faut chercher. Puisque vous, la première maladie rare que vous rencontrez, c'est le syndrome de Budd-Chiari. Oui. C'est une maladie hépatique rare, complexe, silencieuse et parfois fulgurante. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette maladie rare ? Alors, je peux raconter l'anecdote parce que c'est une histoire pas banale non plus. Le syndrome de Budd-Chiari, c'est en fait c'est une thrombose des veines sus-hépatiques, c'est-à-dire les grosses veines qui repartent du foie. Et donc, quand vous avez cette thrombose-là, c'est souvent lié à un problème sanguin, de coagulation du sang. Et à ce moment-là, il va y avoir de l'acide, c'est-à-dire de liquide qui va se mettre dans le ventre. D'accord ? Et donc, je vois une jeune femme qui a un ventre qui s'est distendu d'une façon importante. Elle a eu une échographie et l'échographie a permis de mettre en évidence de l'acide. Or, à 23 ans, il n'y a pas de cirrhose du foie, c'est exceptionnel si vous voulez. Et à ce moment-là, son père était persuadé qu'elle était enceinte. Son père qui était médecin. Et donc il lui a dit « Mais tu es enceinte ? Comment c'est possible ?» etc., etc. Et en fait... en faisant les examens, elle avait ce fameux syndrome de Budd-Chiari, qui est une maladie rare, et qui a expliqué qu'elle avait de l'eau dans le ventre et que son ventre gonflait, ce qui a rassuré, si on peut dire, le papa médecin à l'hôpital qui a découvert que sa fille n'était pas enceinte, ça l'a soulagé, mais en même temps, il aurait peut-être mieux valu qu'elle soit enceinte, puisqu'elle avait quand même une maladie du sang qui était potentiellement grave. Donc ça, c'est une maladie rare, en effet. Et ça a été la première maladie rare que j'ai croisée dans mon parcours médical et qui m'a fait me dire, il faut avoir une approche holistique, c'est regarder dans les autres organes. Et puis 2, ne pas du tout être cloisonné, c'est-à-dire toujours penser à toutes les hypothèses. C'était d'ailleurs mon deuxième livre, Mission Ventre Plat. C'est-à-dire quand le ventre gonfle, ça peut être de l'acide, ça peut être des ballonnements, ça peut être une prise de poids, etc. Et puis dans ces cas-là, vous avez été aussi aidé par d'autres professionnels de santé. Bien sûr. Donc ça, c'était important d'avoir aussi l'avis, reconnaître que parfois, on a besoin de l'avis des autres. À l'époque, j'étais à Beaujon, j'étais interne, donc il y avait le spécialiste français du Budd-Chiari qui travaillait dans le service, qui était agrégé à l'époque, et donc j'ai appris plein de choses à son contact évidemment, comme avec tous les maîtres qu'on rencontre au cours de sa carrière, bien évidemment. La qualité du microbiote intestinal semble de plus en plus mise en cause dans le cadre de maladies dites auto-immunes.
Des chercheurs ont d'ailleurs récemment découvert que le développement de la polyarthrite rhumatoïde, dont on parlera tout à l'heure, pourrait être associé à un déséquilibre de la flore intestinale. On va ouvrir votre livre à la page 555, William Bérébi. Allez, allons-y. Et à page 555, vous y parlez de la CEP. Dans la sclérose en plaques, qu'est-ce qu'on appelle les plaques ? Alors, c'est des plaques de démyélinisation, c'est-à-dire que... Alors là, déjà, la sclérose en plaques, c'est quoi ? C'est une maladie auto-immune. Alors, imaginez que vous faites une blessure, le corps va réagir, le système immunitaire, pour réparer la blessure, une écharde ou ce que vous voulez. Là, il va y avoir une réaction du système immunitaire, mais qui est totalement démultipliée. Et donc, l'organisme va se mettre à attaquer sans raison certains tissus, donc en l'occurrence le cerveau et la moelle épinière. Et donc, il va y avoir des plaques de démyélinisation, c'est-à-dire la myéline, c'est la gaine qui permet la communication entre les neurones, notamment, et aux neurones de fonctionner. Eh bien, ça va se démyéliniser, c'est-à-dire les neurones ne vont plus bien fonctionner, et ça va entraîner différents symptômes, des paralysies, des problèmes au niveau des yeux, des paresthésies au niveau des mains, etc. etc. C'est pour ça qu'on appelle ça donc la sclérose en plaques. Parce que c'est des plaques. Voilà, et qui se manifeste par des poussées. Voilà, il y a un rythme de fond, on va dire, et puis régulièrement, à des intervalles variables, eh bien, vous allez avoir une aggravation des symptômes. Donc, ça peut être la paralysie de la jambe, au début qui est modeste, puis qui va être plus importante, etc. Donc, c'est ça la grande caractéristique de cette sclérose en plaques. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles en sont les causes ? Qu'est-ce qu'on sait des causes possibles ? Alors, il y a plein de causes. Il y a la génétique, puisqu'effectivement, si vous avez une mère, alors j'ai une mère, pourquoi ? Parce qu'il y a plus de cas familiaux chez la femme, donc. Vous avez le tabac, l'obésité. Vous avez également une carence en vitamine D, qui est classique, constatée dans la sclérose en plaques et qui est corrélée dans certains travaux à la sévérité, à la gravité de la sclérose en plaques. Voilà. Et vous avez les infections virales. Donc les infections virales, notamment la mononucléose infectieuse. Donc alors, ce sont des personnes qui auraient donc fait des mononucléoses infectieuses. Et qui vont développer X années plus tard, puisqu'entre la mononucléose, qui est la maladie des amoureux ou du baiser. Des baisers, ouais, c'est ça. Voilà, c'est à l'adolescence. Quelqu'un que je connais vient de l'avoir, mais une jeune fille, mais je me suis bien abstenu de lui dire que quand vous aviez la mononucléose et que vous étiez une femme, vous avez un risque de sclérose en plaques multiplié par 32. 32 fois plus de risque d'avoir cette maladie, donc à l'âge de 30 ou 40 ans. Bon, ce qui est jeune, hein. La sclérose en plaques. 30 ou 40 ans, c'est super jeune, là. Ah ouais. Ça commence, c'est une maladie qui commence assez jeune, la sclérose en plaques. C'est une maladie 30-40 ans. D'accord ? C'est pas après, c'est pas comme les cancers, où c'est plutôt après 45-50 ans. Donc la sclérose en plaques, c'est plutôt 30-40. Donc vous avez ces virus, et puis vous avez la dysbiose intestinale. Donc ça maintenant c'est parfaitement documenté, c'est-à-dire qu'on sait que les patients qui ont une sclérose en plaques, les patientes, elles ont un microbiote déséquilibré d'un certain type, avec davantage de bactéries pro-inflammatoires, et que ce déséquilibre donc va jouer un rôle dans l'apparition de cette maladie. Donc ça, on le sait, ça a été parfaitement documenté. Et donc l'idée, bien sûr, toujours pareil en médecine microbiotique, comme vous le savez maintenant, c'est que on prend une maladie, on cherche à voir quel type de déséquilibre microbiotique il y a, puisque pour chaque maladie, c'est pas le même désordre, c'est pas la même dysbiose intestinale. Donc on identifie la dysbiose, et à partir de là, on va voir quels sont les facteurs qu'on peut moduler pour agir sur le microbiote intestinal et donc agir sur la maladie en traitement de fond, puisque là, pour le coup, on agit sur le fond de la maladie, pas uniquement au moment de la poussée, où on va utiliser des corticoïdes ou des interférons, etc. Et donc là, quel est votre arsenal thérapeutique ? Alors aujourd'hui, ça évolue. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est c'est pas magique. Miracle. Oui, c'est pas magique. C'est magique. Bon. On est dans la recherche fondamentale, dans la recherche clinique. Moi, je fais la translation entre les travaux de recherche
qui sont publiées chez l'humain et je les mets en application chez l'humain, hein, dans la pratique courante, puisqu'en consultation, c'est ce que je fais, en plus de la gastroentérologie classique. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a une étude très intéressante américaine. Ils ont étudié l'apparition de maladies auto-immunes chez 26 000 personnes. Ils les ont suivis pendant 15 ans. Et ils se sont aperçus que ceux qui recevaient de la vitamine D, qui avaient donc un taux normal, développaient 40% de moins de maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques. Donc, dans les choses à faire importantes, il y a contrôler le taux de vitamine D. Donc là, il y a un énorme problème puisque c'est pas souvent fait. Il faut donc doser la vitamine D dans le sang, corriger le patient, son taux, le faire remonter et après le stabiliser. Et il y a également des souches probiotiques qui sont identifiées. Il y a plusieurs travaux qui ont montré... Alors, justement, parce que là, je sais très bien que les gens vont nous mettre en commentaire, oui, mais lesquels ? Alors, il y en a plusieurs. Oui. C'est en général des poules de 5 à 14 souches. Bon, par exemple, donc je ne vais pas tous vous les donner parce que mais Lactobacillus acidophilus, par exemple. Ça, c'est une espèce qui... donc il y a l'espèce et la souche. Bon, c'est peut-être un peu compliqué les souches avec les numéros de souche. Donc Lactobacillus acidophilus, eh bien, c'est l'un des probiotiques, l'une des bactéries qui améliore les patients. Donc moi, si vous voulez, à chaque fois, je vais faire ce travail-là. C'est-à-dire que là où les publications sortent, je vois les probiotiques qui ont été mis en évidence et je vais chercher s'ils existent. Parce que dans les espèces, il y en a des centaines et des milliers. Et donc, je vais voir si la souche qui a été étudiée dans les laboratoires de recherche, je peux la trouver. Donc, si vous dire là, sur la CEP, ils ont isolé 14 souches. 14. D'accord. 14 souches. Et donc, sur les 14, vous en avez localisé combien ? J'en ai 5. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai cherché les 14. 5 qui sont sur le marché. Qui sont sur le marché, voilà. Et quand ils existent, et ben là, je vais me dire, il faut que je l'utilise. Donc, si je vois une patiente qui a une sclérose en plaques, et ben, je vais doser la vitamine D, lui corriger, et je vais lui donner cette association de probiotiques-là. Est-ce qu'on pourra, ou est-ce qu'on peut déjà prédire l'apparition d'une CEP ou de son aggravation par l'étude du microbiote de quelqu'un ou peut-être une étude de sel est-ce que ça donnerait des résultats ? Tout à fait. Aujourd'hui, si vous voulez, on sait que chaque pathologie va avoir une dysbiose intestinale caractéristique en regard. C'est-à-dire que dans toutes les maladies, vous prenez le cancer du côlon, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, dans chaque cas, vous avez une dysbiose. Donc en fait, dans le futur, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire aujourd'hui, parce que l'étude du microbiote fécal, ça existe, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas la faire. Pourquoi ? Parce que les labos ou les startups qui commercialisent le font en dehors de tout contrôle et il n'y a aucune homologation, donc ils s'auto-homologuent. Des résultats. Et voilà. Et on n'a aucune, y a aucune garantie que les résultats rendus soient fiables. Donc, il ne faut pas le faire. Mais en revanche, un laboratoire de recherche, notamment l'INRAE, ça va être fait et on sait que selon les maladies, vous avez une dysbiose caractéristique. Donc, effectivement, dans le futur, ça va être lorsque l'étude du microbiote fécal fiable sera à notre disposition, on pourra... Bon, alors au départ, on commencera par les familles à risque. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques dans sa famille, on va lui faire une étude du microbiote fécal à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on va voir s'il y a des choses qui apparaissent pour prévenir la maladie. Et puis, si elle a une dysbiose caractéristique, on va tout de suite corriger la vitamine D et utiliser des probiotiques. Voilà. Et là, on est au début de ce que fait la médecine microbiotique. Ah oui, complètement. C'est les balbutiements, les ajustements. Ouais, on est tout à fait au début. Souvent, les journalistes, quand ils m'interviewent, me disent... qui on peut voir, je dis malheureusement c'est moi qui l'ai créé et donc pour l'instant il n'y a pas d'autres gastro-entérologues qui la pratiquent. Alors il faut que ça se démocratise, il faut que ça diffuse bien évidemment pour mettre à la disposition des gens le plus de moyens thérapeutiques possibles. Avec le docteur William Bérébi qui est là avec nous pour nous présenter son dernier livre, Le Grand Guide familial des symptômes et des maladies, 700 fiches pour les reconnaître et les comprendre et les soigner chez Marabout, un livre pour toute la famille. Vous allez voir, ça se lit très 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 facilement. Merci. Vous ouvrez, c'est classé par ordre alphabétique. Vous avez d'un côté les maladies, de l'autre côté les symptômes et la conduite à tenir. Alors on va passer le SIBO parce qu'on a fait de longues émissions sur le SIBO, mais figurez-vous que nous sommes en pleine saison du Covid. The Covid is back, page 245.
Alors, on a découvert récemment dans ce qu'on appelle le Covid long, le microbiote intestinal pourrait être en cause. Oui. Quels sont déjà les symptômes qui persistent dans le Covid long ? Alors, il va y avoir une fatigue chronique, invalidante. Moi, j'ai le cas d'une marathonienne qui l'a eu, elle ne peut plus courir 1 kilomètre. Toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, ça fait 4 ans. Ouais. Donc ça peut être très très invalidant. Vous avez le brouillard mental, vous pouvez avoir donc, des maux de tête, que des céphalées fréquentes, vous pouvez avoir des paresthésies, une faiblesse musculaire, un ralentissement psychomoteur, donc des problèmes de mémoire, une lenteur par rapport à la vitesse intellectuelle de la personne habituelle. Et donc voilà, donc c'est extrêmement handicapant. Et au départ, il y a eu un flou complet aussi sur le Covid long. Il y a eu beaucoup déjà beaucoup de gens disaient que ça n'existait pas. Voilà, il y a eu des gens ça commençait bien, en effet, alors que le patient, il se plaignait réellement de symptômes qu'il n'avait jamais eus. Et puis après, on a dit, on ne sait pas trop. Et puis maintenant, ça y est, on commence à savoir. C'est-à-dire pas qu'on commence à voir, on sait vraiment bien. On sait plusieurs choses. On sait par exemple qu'on a retrouvé le virus dans le cerveau. En fait, dans le cerveau. La Covid, dans le cerveau, donc chez l'animal, chez la souris, donc on est capable en laboratoire, si vous voulez, de reproduire la Covid chez l'animal. Avec on lui injecte du virus et puis il développe des symptômes de Covid. Et donc, on a découvert le virus, donc ça c'est tout à fait nouveau, c'est Pasteur d'ailleurs qui l'a découvert, le virus lui-même dans le cerveau. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que les patients qui avaient un Covid long avaient une dysbiose caractéristique, donc une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre. Ils avaient l'intestin poreux, et donc le virus, en fait, il passait la barrière intestinale, et il monte, en fait, dans le cerveau. Et donc, on sait aujourd'hui que le double mécanisme, c'est la dysbiose intestinale avec des bactéries, donc les bactéries passent, mais là en l'occurrence c'est surtout le SARS-CoV-2, le virus, il va pouvoir passer dans le sang ou même se déplacer par des médiateurs différents, même par voie nerveuse, et aller jusqu'au cerveau. Et donc ça explique en fait les symptômes que ressentent ces patients. Donc c'est une grosse avancée puisqu'on sait que c'est pas fantomatique, si vous voulez. Non, mais ça veut dire que c'est parce que l'intestin est poreux. C'est les deux. Le virus, SARS-CoV-2, il va dans les poumons, comme vous le savez, mais il va aussi dans le tube digestif. Et donc, dans les Covid longs, au lieu d'être évacué, d'ailleurs, il y a des symptômes digestifs dans la Covid, souvent il y a de la diarrhée, etc. Donc, au lieu d'évacuer le virus rapidement, il va rester stagnant. Cette infection, puisqu'il va y avoir une infection digestive, ça va augmenter la dysbiose, la porosité intestinale, et de ce fait, le virus va pouvoir circuler et aller dans le cerveau, et entraîner donc ces fameux symptômes. Donc on sait que c'est pas dans l'esprit des patients et que c'est pas imaginaire, si vous voulez. Donc, moi j'ai jamais, je vous dis tout de suite, quand on a dit Covid long, c'est imaginaire, j'ai jamais cru. Il y a une étape où on ne savait pas, on disait je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai toujours dit il y a sûrement quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et maintenant on sait quoi. Alors vous êtes ambassadeur du French Gut. Des chercheurs ont analysé les selles des patients des Covid sur une période longue, absolument, plus de 6 mois après infection, et ils ont comparé avec des selles de patients, enfin pas de patients, mais de personnes qui étaient saines, qui n'avaient pas eu le Covid, et ils se sont rendus compte qu'il y avait finalement des différences. C'est ça, avec des bactéries pro-inflammatoires, ce qu'on appelle des bactéries pro-inflammatoires, donc qui vont rendre justement l'intestin poreux, qui vont aggraver la dysbiose, et c'est ce dysfonctionnement-là au niveau de l'intestin qui va en fait être la cause véritable du Covid long. Donc à partir de là, si vous voulez, maintenant l'étape d'après, toujours pareil en médecine microbiotique, on identifie la maladie, puis le mécanisme, et ensuite on cherche les probiotiques. On cherche les souches adaptées. Et là, est-ce qu'on a déjà des pistes sur les souches à utiliser ? On a des pistes, on sait sur quoi il faut agir, mais on n'a pas le probiotique ou les probiotiques à disposition aujourd'hui. Il y a une autre piste que les probiotiques. Faecalibacterium prausnitzii. Donc lui, ça va être un probiotique de nouvelle génération qui est... il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore. On connaît son rôle hyper important dans la Covid, dans la maladie de Crohn, etc. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le fabriquer
et donc de le vendre, de le distribuer. C'est ça, en fait, ça veut dire que c'est ça la prochaine étape, c'est-à-dire pouvoir le fabriquer. En fait, si vous voulez, dans les travaux de recherche, il faut bien comprendre, c'est qu'il faut d'abord valider les travaux. Avant de vouloir commercialiser un probiotique, et c'est vrai pour un médicament aussi d'ailleurs, il faut valider. Une fois que vous avez validé, donc là c'est le cas, on en est là maintenant pour Faecalibacterium prausnitzii, et bien à ce moment-là, l'étape d'après, ça va être de pouvoir le fabriquer à grande échelle et que les patients puissent en bénéficier. Maladie de Parkinson, page 433 dans votre livre, docteur Bérébi. La transplantation fécale pour traiter la maladie de Parkinson, ça marche. Alors déjà, on va expliquer à tout le monde ce que c'est qu'une transplantation fécale. Alors, ça consiste à prendre des selles d'un donneur sain qu'on a checké auparavant, on a vérifié, donc ça veut dire qu'il n'a pas d'infection, qu'il n'a pas de maladie chronique, etc. On prend ces selles, on les centrifuge, enfin, on les traite d'une certaine manière et on va les administrer à quelqu'un qui est malade. Donc, soit par voie coloscopie, et on envoie donc les selles centrifugées, soit éventuellement ça peut se faire par le haut, par voie buccale. Donc le patient il dort, et il a une anesthésie évidemment, mais donc dans les deux cas, avec tout ce qu'on boit dans le Perrier, on peut y aller. Dans les deux cas, il n'y a aucun risque, mais donc voilà, et on administre ces selles saines aux patients malades. Dans la maladie de Parkinson, comme dans toutes les maladies, on sait qu'il y a une dysbiose caractéristique, donc un déséquilibre. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de dire on va transplanter. Donc, ça a été fait dans une cohorte de pratiquement 50 patients, donc ce n'est pas un cas isolé, si vous voulez. Et on a suivi les patients pendant 1 an. Pour l'instant, on en est là sur cette étude-là, et puis ils vont continuer à être suivis. Et au bout d'1 an, les troubles moteurs, c'est-à-dire la lenteur, vous savez, ce qu'on appelle l'astasie-abasie. Qui est propre aux malades de la Parkinson. Voilà, le ralentissement idéomoteur, donc notamment avec l'astasie-abasie, c'est le fait que le patient, quand il veut commencer à marcher, il fait du surplace, il patine sur place en fait, et il va progressivement démarrer, mais très lentement. Donc ces phénomènes et ces symptômes-là, moteurs, on a constaté qu'ils régressaient. Donc grâce à la transplantation fécale. Donc si vous voulez, dire ça, c'est dingue. C'est dingue d'ailleurs. Je pourrais parfaitement comprendre que des gens n'y croient pas. Dans l'absolu, ça paraît tellement fou. Aujourd'hui, vous allez voir un neurologue, un patient parkinsonien va voir un neurologue, il ne va pas lui parler de ça du tout. Puisque aujourd'hui, les neurologues ne connaissent pas bien. Non, mais de toute façon, et en plus, nous, ce qu'on sait de la Parkinson, c'est un déficit de la dopamine. Donc, finalement, on va en donner, mais est-ce que votre transplantation fécale, elle résout cette question du déficit de la dopamine ? Alors, c'est plus complexe que ça. Et elle agit où ? Parce que, là j'ai bien compris qu'on transplantait des selles saines dans un organisme qui ne l'est pas. Donc, on attend une action sur le microbiote. Exactement. D'accord ? Alors, le microbiote, allons-y. Pourquoi le microbiote est capital ? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le butyrate. Le butyrate, c'est ce qu'on appelle un acide gras à chaîne courte. Et le butyrate, son taux dans le sang et dans les selles est corrélé aux maladies, c'est-à-dire que quand vous manquez de butyrate, vous avez plus de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, de maladie d'Alzheimer. D'accord ? Donc en agissant sur le microbiote, on va permettre au microbiote de fabriquer plus donc, de butyrate, aux bactéries intestinales, donc de fabriquer plus de butyrate, et donc d'améliorer les symptômes des patients. Alors le butyrate, vous allez me dire, comment on peut en avoir ? Alors le butyrate, il existe sous forme de postbiotique, puisque c'est un postbiotique, et vous pouvez avoir une alimentation, si vous voulez, adaptée pour que les bactéries intestinales fabriquent du butyrate. Et alors, on trouve dans quoi, par exemple, du butyrate ? Vous les trouvez dans les bananes vertes, vous les trouvez dans les féculents, vous les trouvez dans l'avoine, l'orge, le seigle, les céréales complètes, dans leur globalité. Il y a beaucoup de bêta-glucanes. Les bêta-glucanes, c'est donc c'est dans les amidons résistants, si vous voulez. Vous en trouvez dans les champignons également, type reishi, il y en a beaucoup. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, quand je vois un patient parkinsonien, puisque ça arrive que les patients viennent pour une maladie de Parkinson, je vais leur donner un régime spécial pour qu'ils fabriquent davantage de butyrate à partir des bêta-glucanes. Page 449 de votre livre.
les symptômes digestifs peuvent constituer un piège diagnostique pour plusieurs raisons dans la migraine. Parce que dans la migraine, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Et souvent, on parlait de patients en errance tout à l'heure, mais dans la migraine, il y a beaucoup de patients qui sont en errance pour déjà poser ce diagnostic. Ce qui paraît dans l'absolu pas très normal, parce que c'est pas un diagnostic compliqué à poser. Mais alors souvent, ça c'est malheureusement fréquent, les patients viennent en disant... donc la consultation commence, je dis qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous faites des problèmes digestifs, est-ce que vous avez je dis oui, je fais beaucoup de gastro-entérite. Alors je dis beaucoup de gastro-entérite, c'est étonnant parce qu'une gastro-entérite on peut en faire 1 ou 2 par an, mais on n'en fait pas 5 ou 10 quoi. Donc sinon c'est pas ça. Et là je dis mais ok, donc qu'est-ce que vous avez comme symptômes? Il me dit là j'ai la diarrhée et j'ai mal au ventre. Je dis d'accord, mais quand vous avez ces symptômes digestifs là, est-ce que vous avez en même temps mal à la tête? Il me dit oui. Et là je dis non, mais madame c'est pas, ou monsieur, c'est pas une gastro-entérite que vous faites, vous êtes migraineuse. Mais c'est fou ça. Migraineuse. Oui, c'est comme ça que ça masque finalement la vraie pathologie. Parce que parfois la personne elle a mal à la tête depuis très longtemps, donc elle s'y est habituée et elle a fait focus que sur les symptômes digestifs. Alors, et donc elle erre avec un syndrome migraineux. Et le microbiote intervient à quel moment? Alors pareil, vous allez avoir, donc ça c'est l'un des mécanismes, parce qu'il y a plusieurs mécanismes, souvent, par exemple la génétique peut jouer, si vous avez un cas dans votre famille, vous allez avoir plus de migraines. Mais la dysbiose intestinale joue un rôle également, on sait qu'il y a une dysbiose caractéristique avec un déséquilibre d'un certain type. Mais lequel? Parce que moi ça m'intéresse. Déséquilibre c'est tout, alors en gros, ça veut dire que vous manquez de diversité, c'est-à-dire il y a une diversité, donc le nombre d'espèces que vous avez est altéré, vous en avez moins que la normale, et vous avez normalement, quand le microbiote est en eubiose, donc en équilibre, vous avez un équilibre entre les bactéries inflammatoires et les bactéries anti-inflammatoires. Et donc là, ça se déséquilibre, il y a plus d'inflammation, et donc ce plus d'inflammation va passer dans le cerveau, ça va créer une neuroinflammation, et cette neuroinflammation va jouer un rôle dans le développement de la migraine. Et on a des probiotiques aujourd'hui, alors ça c'est tout récent, je vous le livre en scoop, puisque j'ai lu un article très récemment, et j'ai réussi à retrouver les souches qu'il faut utiliser dans la migraine. Et donc, je vais pouvoir... alors, donnez-les-nous, allez-y. Non, je peux pas. Ah, mais non, tu dis, j'ai un scoop pour vous. Non, mais les souches... Mais si c'est pour nous dire, j'ai un scoop... Non, mais il y a un scoop. Le nom du produit, je ne vais pas vous le donner, mais Philippe. C'est quoi le nom de la souche? Il y a plusieurs souches. Ouais. Il y a du longum, il y a de l'acidophilus, il y a du rhamnosus GG. Mais le nom des commerciales, je ne le donne jamais, comme vous savez. Non, je sais, mais donc c'est ces 3 souches. Exactement. Là. Il y en a 5, en fait. Parce que... Il en manque 2. Bah oui. Je vais pas tout vous dire aujourd'hui, Philippe, pour laisser pour le prochain. Oh, le rat. Mais attends, les migrainotes, ils vont. Donc, voilà. Ouais. Alors encore une fois, voilà, ça c'est ce qui vient de sortir. J'ai pu identifier les souches et donc c'est quelque chose que je vais pouvoir proposer à mes patientes. Bon, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pourrez noter ce qu'a dit le docteur William Bérébi et sur les plateformes qui reprennent l'émission, bien sûr. Vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que vous publiez, docteur William Bérébi, le grand guide familial des symptômes et des maladies. 700 fiches pour les reconnaître, les comprendre et les soigner chez Marabout. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.